7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Les résultats sont sans appel. Un tiers des Français réclament une alternance politique et veulent donner une majorité parlementaire au Rassemblement national et ainsi envoyer Jordan Bardella à Matignon. Si cette campagne n'est pas terminée, le RN est presque assuré d'avoir une majorité au moins relative à l'Assemblée, bien que la majorité absolue reste encore difficile à prévoir. Au second tour, le parti de Marine Le Pen devra faire face à une difficulté supplémentaire, l'alliance entre les macronistes et le nouveau Front populaire. Ces accords conclus entre les partis changent complètement la donne, mais paraissent aussi complètement contre nature sur tous les plans, surtout par rapport à la vision économique. C'est justement sur ce programme donc que les différents partis diffèrent. La première préoccupation des Français étant le pouvoir d'achat, il paraît logique que l'économie soit au centre des préoccupations politiques actuelles, et c'est justement à ce sujet que le programme du RN peut paraître flou. Peu d'éléments présents, mais sujet à de nombreuses attaques. C'est pour nous éclairer sur le sujet que nous recevons aujourd'hui Sébastien Ley, économiste et entrepreneur, candidat aux législatives sous la double bannière LR-RN dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine face à Gabriel Attal, et nous allons donc commencer par là. Bonjour Sébastien Ley. Bonjour Liselotte et merci pour cette invitation. Merci à vous d'être parmi nous et aussi tôt ce matin. Alors vous étiez donc face à Gabriel Attal pendant cette campagne pour les législatives. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces moments de campagne ? Est-ce que la population vous a fait bon accueil ? Est-ce que vous prévoyez votre malheureuse non-qualification au second tour ? Voilà, dites-nous tout. Alors, je remercie d'abord ces plus de 7000 électeurs qui se sont portés sur ma candidature. Nous le savions, nous, les Hauts-de-Seine, la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, c'est essentiellement une terre historiquement centriste qui était devenue macroniste. Donc, nous connaissions le défi. Malgré tout, nous doublons les voix de la droite nationale par rapport aux dernières élections législatives. Et en réalité, nous avons fait pratiquement 14%. Ce qui nous a manqué pour aller au second tour, c'est le maintien d'un LR centriste face à nous. Les LR aux dernières élections européennes ont fait 12%. Ils sont ici, se sont écroulés à 5%, mais 5% c'est déjà trop malheureusement. Et ce sont des voix qui nous ont manqué. Il y avait aussi un candidat Reconquête. Il a fait très peu, il est passé de 8 à 2%, en particulier parce que j'ai eu sur le terrain le soutien de Marion Maréchal et que beaucoup d'électeurs souhaitaient faire l'union des droites dès le premier tour. Mais là aussi, ce sont quelques voix qui nous ont manqué. Vous avez mentionné l'union des droites. Vous pensez que c'était justement décisif dans cette campagne ? Est-ce que selon vous, ça aurait pu être différent avec une meilleure union ? Oui, bien sûr, en ces terres centristes, si vous n'avez pas une union des droites dès le premier tour, vous ne pouvez pas lutter, bien évidemment, contre un candidat centriste qui, en l'occurrence, en plus, est le Premier ministre, qui dispose d'un soutien médiatique considérable. Il n'a pas eu véritablement à faire campagne sur le terrain. J'ai essayé de l'engager, c'était ma stratégie, lui demander de venir débattre, notamment au niveau économique, puisque je suis économiste avec moi, mais il ne s'est jamais véritablement retiré de son Aventin. Il a fait une campagne purement national et il a simplement eu des équipes sur le terrain qui ont distribué des ballons aux enfants, mais je veux dire, il est tellement connu, il a activé aussi la peur des extrêmes des deux côtés et finalement il fait un assez bon score dès le premier tour, même s'il perd par rapport à la dernière élection législative près de 2000 voix. Vous parliez justement de ce débat, notamment sur les thèmes économiques que vous auriez aimé mener face à Gabriel Attal. Si vous l'aviez eu en face de vous, qu'auriez pu... Ah, bon, j'y arrive pas, mais qu'est-ce que vous auriez pu lui dire ? Ouais, je lui aurais dit ce que j'ai dit par médias interposés, puisque j'ai quand même pu faire moi aussi, puisque j'étais déjà présent dans les médias avant mon entrée en politique, qui n'était qu'il y a 2 semaines et demie finalement, et donc j'ai continué à faire les mêmes médias, où j'ai beaucoup parlé du bilan du macronisme et du bilan d'Attal, bien évidemment le bilan de Gabriel Attal, qui a été ministre des Comptes et Premier ministre. C'est la dégradation de la note financière de l'État français, c'est la procédure de Bruxelles contre la France pour endettement excessif, c'est un pic de faillite. Et il y a beaucoup de cadres, beaucoup de chefs d'entreprise dans cette circonscription. Ils m'ont fait part de leurs difficultés. J'aurais aimé parler avec lui de ce pic de faillite après le Covid. C'est l'explosion de la dette. C'est une croissance atone de moins de 1% sur la période par an, sur la période du macronisme. Bref, j'aurais aimé aller au-delà des poncifs qu'on a dans les médias. Je l'ai fait par écrit, je l'ai fait moi-même, mais tout seul avec des journalistes. Bien évidemment, j'aurais aimé pouvoir débattre avec lui, mais il n'est jamais descendu au niveau de la circonscription. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour ses autres adversaires. Je doute que dans l'entre-deux-tours, étant donné les enjeux nationaux, il dialogue par exemple avec la candidate du Front populaire qui est à peu près 10 points derrière lui. Vous nous présentez finalement un candidat assez hors sol quand vous dites que justement il ne descend même pas dans sa circonscription. Les électeurs sur place n'ont pas conscience justement de cette déconnexion de Gabriel Attal ?
Pas encore, parce qu'il y a aussi une fierté à avoir en fait un député qui est ministre et Premier ministre. Il a été élu pour la première fois en 2017. En tout et pour tout, il a siégé une semaine en fait comme député. Mm. Donc oui, vous avez des hommes politiques, et c'est vieux comme le monde malheureusement, qui se servent d'une circonscription comme d'un marchepied. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est essentiellement ici les Moulineaux, porte de Paris. Donc il y a peut-être une réaction assez parisienne qui consiste à être fier d'avoir un ministre, un Premier ministre. Peu d'enjeux locaux finalement, avec une population plutôt, en tout cas sur ici les Moulineaux, aisée. Là où j'ai été surpris, c'est qu'en réalité, quand on était sur le terrain, et j'ai fait beaucoup de terrain, les gens sur la sécurité, sur l'immigration ont maintenant tous les idées de la droite nationale Mm. et du RN. Et malgré tout, ils sont certains encore lobotomisés par les médias avec cette idée de, en gros, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et encore plus dans mon cas sur Mm. l'économie, mais vous êtes soutenu par l'Union nationale et le RN, et le camp du bien, c'est le macronisme, c'est le centrisme. Voilà. Encore une fois, ce sont des terres centristes depuis très longtemps, hein, bien avant Emmanuel Macron. André Santini est maire, par exemple, d'Issy les Moulineaux depuis plusieurs décennies. Donc, on sait que les derniers bastions du macronisme ou du centrisme historique, c'est les Hauts-de-Seine et des bouts de Bretagne ou de Normandie. Si vous regardez une carte, Ouais. hein, ce sont les derniers bastions, les quelques endroits où il y a des gens qui sont sûrs d'être élus. Donc, bien évidemment, je savais que ça n'était pas facile, mais j'y suis allé aussi pour défendre une future majorité potentielle, hein, celle de la droite nationale, faire l'union des droites et engager un débat que je poursuis au niveau national sur l'économie. C'était le but principal. Oui. Alors, vous disiez qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont encore freinés par cette peur des extrêmes, hein, celle qu'on leur présente à longueur de temps dans les médias. L'autre sujet assez clivant, ça reste quand même l'économie. Alors vous, si vous vous êtes engagé sous cette double bannière LRRN, c'est que le programme économique qu'il propose vous semble a priori pertinent. Les seules peurs qu'il doit y avoir sur le programme économique, c'est s'agissant du nouveau Front populaire. J'en veux pour preuve d'ailleurs que depuis dimanche soir, même s'il y a des unions dans tous les sens, mathématiquement, il est impossible pour la gauche, pour le nouveau Front populaire, d'arriver seul au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe depuis hier? Les marchés financiers remontent. Tout remonte, la situation financière se détend. C'est bien la preuve que les peurs des marchés financiers sont dues d'abord à l'instabilité et au chaos politique engendré par la décision d'Emmanuel Macron, cette dissolution qu'on prend très peu, notamment à l'étranger. Et deuxième point, parmi les programmes, celui du nouveau Front populaire. À aucun moment, le programme de la droite nationale, de l'Union nationale, ne fait peur au marché financier. Et pourquoi? Parce que de manière générale, notre programme, c'est celui d'une lutte contre le chaos au sens large, chaos sécuritaire, immigrationniste, mais aussi économique et financier. Et donc un programme de redressement dans la rue au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau des comptes publics. Donc quand vous regardez le programme du RN, et je sais qu'il a évolué, et c'est d'ailleurs parce qu'il a évolué qu'il y a une convergence de points de vue en des gens comme moi puisque je suis encore LR, je suis un candidat Mm. d'union, je ne suis pas au Rassemblement national. C'est cette convergence aussi des programmes qui a permis cette union. Et c'est un programme qu'on peut qualifier finalement d'assez libéral en économie, ou en tout cas de responsabilité fiscale, de réalisme économique, puisqu'il prévoit de baisser les prélèvements obligatoires sur les citoyens et sur les entreprises, rendre du pouvoir d'achat, mais en baissant la dépense publique. Le gros échec d'Emmanuel Macron et l'échec de la France depuis 50 ans, depuis que Nicolas Bavrez a parlé des 30 piteuses, et ça continue encore 20 années supplémentaires, c'est que nous avons le niveau de prélèvement obligatoire au monde par captivement le plus élevé en Europe, hein, à 46% du PIB, et une dépense publique aussi élevée à 56% du PIB. Le programme de la droite nationale qui insiste aussi sur la lutte contre l'assistanat dans certains cas. Voilà, c'est un programme qui prévoit de baisser la dépense publique pour financer une baisse des prélèvements Mm. obligatoires et une relance du pouvoir d'achat. Donc c'est un programme qui me va, qui correspond exactement à ce que je dis en tant qu'économiste depuis 10 ans dans les médias. Hmm. Quand vous nous le présentez comme ça a l'air très simple et très logique. On a l'impression finalement que les autres candidats comptent assez sur la méconnaissance des Français concernant l'économie, hein, puisque on a même Gabriel Attal qui le dit, le risque c'est que le RN dispose d'une majorité absolue, ce serait catastrophique pour les Français, pour leur porte-monnaie. Pour l'instant, on voit quand même que c'est une idée qui persiste dans la société française. Est-ce que vous pensez que l'on arrivera un jour justement à faire valoir ce programme économique comme quelque chose de viable, ou est-ce que c'est vraiment inscrit dans les esprits que de toute façon c'est quelque chose de dangereux pour les Français? Ce sont de purs procès d'intention. On les retrouve dans la presse, et notamment dans la presse économique, hein, les Échos, Challenge, qui ont perdu toute forme de neutralité, ce qui va poser problème sur le long terme. Écoutez, le seul moyen de prouver que ce sont de purs procès d'intention, c'est d'arriver au pouvoir et de réussir. Mm. S'il y a une cohabitation, si les Français nous donnent une majorité absolue, nous prouverons pratiquement
que nous sommes des gens responsables, que nous pouvons diriger le pays, que nous pouvons obtenir de bons résultats économiques. Pas uniquement sur l'insécurité, l'immigration, où bien évidemment il y a de fortes attentes, et où je pense que là, une majorité de Français sont convaincus que bien évidemment, nous avons des convictions et nous ferons le travail nécessaire, mais de leur prouver aussi en étant au pouvoir qu'au niveau économique et financier, nous pouvons avoir de meilleurs résultats qu'Emmanuel Macron. Le programme est là, il est responsable fiscalement, économiquement, il s'inscrit dans le cercle de la raison économique. Et c'est ce que j'ai toujours dit depuis des années. Maintenant, c'est à nous, et c'est aux Français, en nous donnant une majorité absolue, de prouver au pouvoir que nous allons mieux faire qu'Emmanuel Macron. Une fois que les Français auront testé la droite nationale au pouvoir, vous allez voir que toutes les peurs, les manipulations des médias vont s'effondrer. Et vous n'avez pas peur de vous rendre co-responsable justement du naufrage dans lequel nous a précipité le gouvernement d'Emmanuel Macron économiquement? Mais effectivement, avec la dégradation de la note financière, nous sommes au bord du précipice. Mais justement, c'est le meilleur moment de venir. Je pense que les Français savent très bien que les difficultés sont là depuis de nombreux mois. Donc, à aucun moment, ils vont accuser la nouvelle équipe. Par contre, nous, et en particulier moi qui viens de la société civile, je ne suis pas un politicien professionnel, j'ai envie justement d'arriver au pouvoir, d'être associé au pouvoir à ce moment-là, parce que c'est un moment grave et j'ai envie de participer au sauvetage de mon pays. Ça ne m'intéresse pas, moi, de prendre les rênes de l'économie française quand tout va bien. Ça ne se justifie pas étant donné mon parcours. Donc c'est au contraire, les Français nous seront gré et redevables pendant des années, voire des décennies, si nous arrivons maintenant au pouvoir, que justement nous stoppons cette gabegie des comptes publics et que Ouais. nous redressons l'économie et les finances publiques. Beaucoup de Français attendent une augmentation de leur pouvoir d'achat. Est-ce que, en cas d'arrivée de Jordan Bardella à Matignon, il faudra d'abord passer par une phase d'austérité économique pour pouvoir remettre la machine à flot? Alors, c'est pas de l'austérité économique, c'est de la réduction de la dépense publique. Et soyons honnêtes, cette dépense publique, elle ne crée pas de croissance depuis des années. Depuis 20 ans, notre dette publique a augmenté de 154% et notre croissance à peine de 54%. Donc, si on avait fait des dépenses d'investissement qui créent de la croissance, ça se saurait. Ça n'a pas été le cas. Mm. Donc, aujourd'hui, nous, pour baisser les prélèvements obligatoires, mais aussi rendre du pouvoir d'achat, parce qu'on a des engagements sur la TVA, sur les augmentations de salaire, etc. Concomitamment, c'est en même temps, il faut baisser la dépense publique. C'est pour ça que dès qu'on arrivera au pouvoir, il y aura une loi de finances rectificative, un nouveau collectif budgétaire. Il y aura aussi un budget 2025 à l'automne. Dans ces textes budgétaires, il y a des réductions de dépenses publiques. Il y a des opérations de simplification pour dégager des marges de manœuvre, justement, pour baisser les prélèvements obligatoires et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc, les deux vont de pair. En fait, on ne peut pas rendre de pouvoir d'achat aux Français quand on n'est pas compétitif et quand on taxe trop nos entreprises et les citoyens français. Ça va Mm. ensemble. L'un des autres axes de campagne de Jordan Bardella, c'est la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui est prévue. Est-ce que vous pensez que si l'on arrive justement à mener cette lutte, ça aura réellement un impact significatif sur nos finances? Oui, ça aura un impact, mais attention, là aussi, c'est caricaturé. C'est pas 100% du programme économique ou Mm. 100% de la réduction de la dépense publique. Il y a de multiples pistes qui ont été lancées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lutte contre la fraude sociale, les études qui ont été faites par exemple, créer une carte vitale biométrique, etc., c'est vraiment un sujet sur lequel on peut récupérer plus de 10 milliards d'euros. Il y en a aussi au niveau de la lutte contre la fraude fiscale sur les manipulations de TVA. Mais surtout, par exemple, quand on prend le programme du RN classique sur l'immigration, il faut bien comprendre que la maîtrise de l'immigration, ce sont d'énormes économies. C'est pas juste des économies directes sur l'AME, etc., Mm. dont on parle, mais c'est des économies de long terme sur le parc des logements sociaux, sur les aides publiques, etc. Donc, les gens jouent sur les mots. Même chose sur la fraude la fraude sociale. Ils ont tendance à dire que c'est juste les 300 millions d'euros mis en exergue par la sécurité sociale sur le fait que personnes abusent du système. Mais il faut voir au-delà. Il faut voir par exemple les fausses cartes vitales. C'est là où il y a les vraies économies. Et c'est la même chose sur l'immigration. L'histoire de l'immigration, c'est pas simplement l'AME. C'est que quand quelqu'un arrive et même ne part pas et sous OQTF et reste en France, etc., ça a un coût phénoménal. Et après, quand les gens restent, même quand ils sont illégaux, ils arrivent à se loger. Il y a beaucoup d'aides en France. Donc, si vous voulez, tout l'État-providence obèse et qui s'écroule en France, si vous contrôlez mieux l'immigration, que vous gardez des gens qui sont là légalement, qui travaillent, qui payent leurs impôts, vous faites d'énormes économies. Mm.
Récemment, nous recevions Tom Benoît qui pointait du doigt le manque d'honnêteté, parfois, dirons-nous, de Bruno Le Maire concernant son travail de ministre de l'économie. Est-ce que vous pensez que si demain le Rassemblement national est aux affaires, on pourrait aussi avoir de grosses révélations concernant l'état du pays et de son économie, ou bien est-ce qu'on est déjà bien au courant de tout? Bah, écoutez, récemment, les parlementaires ont essayé d'obtenir plus d'informations sur la dette française, par exemple, et le hors-bilan, vous savez, les engagements de l'État, par exemple, pour les retraites des fonctionnaires, et les chiffres restent flous. Donc moi, on me dit toujours, ah, en tant qu'économiste, vous savez ce qui se passe. Oui, les grandes masses, mais en réalité, on a besoin de plus de granularité, notamment, et c'est pour ça que notre droit national demande un audit des comptes publics beaucoup plus abouti, parce que pour identifier précisément des marges de manœuvre, on a besoin de cet audit. Je reviens sur le débat sur la fraude sociale. On a des estimations, mais pourquoi il y a autant de différences entre ce que je vais dire et ce que va dire Charles Pratt ou d'autres? Ben, c'est justement parce qu'on n'a pas l'information. Donc, on essaye par inférence de faire des hypothèses sur les cartes vitales supplémentaires. Donc, on sait qu'il y a 2 millions de cartes vitales qui se baladent comme ça dans la nature. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement, par exemple, quelle est la dépense moyenne sur cette carte vitale. Vous voyez, on est obligé de faire des suppositions. Mm. Moi, quand je fais des suppositions, je dis, ben, en moyenne, un Français dépense 10 000 euros par an sur sa carte vitale. J'imagine que ces cartes vitales fantômes, c'est la même chose, mais ce sont que des suppositions. Pour affiner les chiffres et connaître les marges de manœuvre, on a besoin d'un audit des comptes publics. On va découvrir peut-être des choses qui vont nous horrifier, certes, une responsabilité de certaines personnes, mais aussi des marges de manœuvre, peut-être des choses qu'on ne connaît pas, où on a tablé que sur la transformation de l'AME, on va gagner 1 milliard d'euros par an, et peut-être que c'est plus, par exemple, vous voyez. Mm. Donc on a besoin, pour aller on connaît les grandes masses. Alors, pas de grande surprise, on connaît la gabegie actuelle et la situation, mais pour affiner et prendre de vraies mesures, techniquement, on a besoin de plus de solidité dans la donnée dont nous disposons. Mm. On arrive bientôt au terme de cette interview. Pour la conclure, donc, Sébastien Ley, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être comment vous vous projetez justement dans ce potentiel gouvernement de Jordan Bardella? Si demain il arrivait à Matignon, est-ce que vous souhaitez continuer à vous engager à ses côtés? Est-ce que vous espérez une place notamment justement au ministère de l'économie par exemple? Alors, on a besoin d'une majorité absolue. Ouais. Et si on n'a pas une majorité absolue, une majorité relative, mais où il nous manque une quinzaine de sièges, et il faut le dire, c'est encore jouable par le biais des alliances. Donc ça, c'est un point indispensable. Je pense que un certain nombre d'LR classiques hein, pourraient rejoindre notre majorité. Mm. Si c'est le cas, moi, oui, je ferai partie quelque part des équipes économiques. Très certainement, je suis prêt à servir mon pays. Le fait d'ailleurs de m'être engagé en politique avec cette élection, auparavant j'étais un pur technicien, je le suis toujours, je pense qu'il y a une demande de profil technique de la société civile, mais Oui. j'espère avoir montré un certain nombre d'instincts politiques et donc dans tous les cas, oui, je ferai partie de l'aventure. Effectivement, on a besoin de profils techniques comme ça, justement pour répondre aussi aux attaques concernant la prétendue incompétence de notre camp à mener à bien un Et les programme équipes sont économique. prêtes, et les équipes sont prêtes au niveau économique, il y Ouais. a tous les talents, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Sébastien Ley de nous avoir expliqué tout ça et puis merci aussi d'avoir mené campagne face à Gabriel Attal. On imagine bien que c'était pas évident, mais merci d'être allé au front si je puis dire pour nous. Et puis à très bientôt surtout pour reparler de tous ces Merci. sujets qu'on a besoin régulièrement de clarifier. Merci et à très bientôt. Merci.